dynamiser l'intervention. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc de la création d'un serious game pédagogique et je vais faire un retour d'expérience sur le jeu Working Place que vous pouvez voir à l'écran. Donc un jeu de société que j'ai créé pour mes élèves afin de réviser l'éco-droit. Alors, qui suis-je? Je suis donc Mathieu Vaugeois, je suis enseignant en éco-gestion et formateur, formateur donc en tout ce qui concerne la pédagogie, la didactique et l'utilisation des outils numériques. Je forme dans mon établissement, mais aussi à l'extérieur. Mes hobbies, donc je suis passionné par l'enseignement actif et les neurosciences, et mes compétences spéciales, en tout cas dans l'événement, le salon énigmatique ici, ce qui nous intéresse, c'est donc créateur. Alors, par contre, n'hésitez pas à couper vos micros en arrivant, parce que on entend des échos. Alors, donc compétences spéciales, créateur de serious game et d'escape game pédagogique et administrateur du site internet welcometothefuture.fr que je vous invite bien évidemment à aller consulter si ça peut vous intéresser. J'écris un certain nombre d'articles sur la pédagogie et la didactique et je mets à disposition des outils ou en tout cas le fruit de mon travail. Quand je dis créateur de serious game et d'escape game, dans l'introduction qu'on a eue tout à l'heure de Julien Alvarez, il a plus donc parlé du côté escape game où on est dans une pièce et il faut sortir de cette pièce, mais il y a aussi tout simplement le serious game qui va englober tous les jeux sérieux dont font partie les escape games. Alors, le programme de mon intervention, dans un premier temps, on va se poser la question pourquoi faire des serious games? Qu'est-ce que c'est déjà un serious game? Pourquoi est-ce intéressant pédagogiquement? Ensuite, comment créer un serious game, les méthodes pour créer un jeu physique ou numérique. Et enfin, l'exemple du serious game avec mon jeu de société Working Place. Et je vous ferai donc un petit retour d'expérience sur ce jeu de société. Alors, tout d'abord, un serious game pédagogique, c'est un jeu sérieux. Alors, le jeu, c'est tout ce qui est ludique, stimulant, interactif, captivant. Alors, le côté ludique, ça va être amusant. Le côté stimulant va être en action, donc interactif. Et le côté captivant, alors moins le côté, ici, on va moins avoir l'aspect addictif, mais plus l'aspect être capté par l'activité qu'on est en train de réaliser. Et enfin, le sérieux, c'est tout ce qui n'est pas un jeu simplement diversifiant, c'est pas simplement un jeu divertissant ou ludique, mais on va ajouter justement un développement. Donc ça peut être le développement de compétences, le développement de connaissances. Donc ici, le jeu sérieux, ça va vraiment être, comme on l'avait vu tout à l'heure en introduction, une activité qui va permettre de stimuler les élèves ou ceux qui participent, les participants, et dans tous les cas, créer une valeur ajoutée, donc l'aspect sérieux qui va nous permettre de développer un certain nombre de choses. Alors, est-ce intéressant pédagogiquement le fait de jouer à un jeu sérieux? Alors, tout d'abord, ça va donner envie de découvrir. Donc, le but du jeu ici, on le voit par exemple avec cette image de Mario, on avait envie de découvrir ce qui se cache derrière le point d'interrogation. Et ben, finalement, le fait de jouer à un jeu, c'est exactement la même chose. On va avoir envie de découvrir ce qui se cache derrière, de rentrer dans une aventure, de rentrer dans une activité de façon plus ludique en tout cas que on pourrait avoir sur juste la découverte d'une notion de façon plus traditionnelle. Ensuite, ça va activer et réactiver les neurones. Donc en neurosciences, on parle beaucoup justement du fait d'activer et de réactiver les neurones afin d'ancrer une information, une notion dans la mémoire à long terme. Donc le jeu, lui, va permettre justement de faire un certain nombre de fois la même tâche ou la même activité. Et cette réactivation va permettre d'ancrer l'information dans notre mémoire. Et donc, ça peut jouer un rôle un petit peu alors déjà, ça va améliorer la rétention d'informations, et puis ça peut jouer un rôle aussi dans les révisions ou dans la découverte d'une notion. Ensuite, l'interaction et la coopération. Donc, donc un jeu sérieux ou un escape game, on aura une interaction. Alors, soit avec le jeu en lui-même. Donc, ça peut être le fait de lancer des dés, le fait
d'essayer de répondre à une énigme, etc. Mais ça peut être aussi entre les joueurs eux-mêmes, donc avoir des interactions alors de façon coopérative ou de façon compétitive. Donc soit ils sont en coopération pour résoudre une énigme, une activité, une tâche, soit ils peuvent être aussi en compétition les uns vis-à-vis des autres. Alors il peut y avoir une compétition globale, donc un challenge, le premier qui arrive à gagner par exemple, mais ça peut être aussi une compétition à l'intérieur du jeu où s'ils se rencontrent dans le jeu, il peut se passer un événement qui vont faire qu'ils vont se rencontrer et ils vont devoir donc peut-être s'affronter. Et enfin, l'atteinte d'objectifs. Donc, le but du jeu, c'est d'atteindre un ou plusieurs objectifs, et en tout cas de pouvoir répondre en fait à ce challenge tout au long d'une partie. Alors, pour résumer, le jeu sérieux, c'est une autre façon d'apprendre où on va donc faciliter la mémorisation en mettant l'élève en action avec une rétroaction immédiate. Donc, tous ces points sont vraiment importants parce que apprendre d'une autre façon va permettre vraiment de donner envie d'éveiller les sens et puis de créer une implication, une motivation supplémentaire. Faciliter la mémorisation, ici, on est vraiment dans le côté métacognition où on va essayer de développer l'apprentissage. En mettant l'élève en action, le rendre acteur, il y a beaucoup d'études qui justement disent que le fait d'être en action nous permet d'avoir une meilleure rétention de l'information. Et enfin, la rétroaction qui est essentielle, ici elle est immédiate. Dans un jeu, on sait quand on a bien fait ou mal fait, ou on sait quand on doit peut-être corriger ce que l'on est en train de faire, etc. Alors tout dépend après le jeu, hein, bien évidemment. Si c'est un jeu de société, la rétroaction ne sera pas la même que si c'est un escape game, mais on va avoir un retour finalement sur toutes nos actions immédiats. Retour positif ou négatif d'ailleurs, mais les deux retours sont intéressants parce qu'un retour positif va créer de la dopamine et donc va nous motiver, va nous donner envie de continuer dans le jeu. Et une rétroaction négative va déclencher la limitation de l'erreur où on va se dire ah bah ça il ne faut pas que je le refasse et on va justement essayer de ne pas refaire cette même erreur. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu tout l'aspect, donc qu'est-ce qu'un serious game? Alors je suis passé assez vite parce qu'on l'a vu un petit peu tout à l'heure dans l'introduction du salon énigmatique. Donc on a vu qu'est-ce que c'était un serious game, quel avantage on peut en tirer pédagogiquement. Et maintenant on va voir un petit peu quelles sont les méthodes pour créer un jeu sérieux. Alors déjà il y a un modèle que j'aime bien, le modèle Doctalis de Yu-Kai Shu, qui est un des précurseurs de la gamification depuis 2003. Il intervient à l'université de Stanford et il a en fait des recherches sur le degré de gamification d'une activité. Alors, il faut comprendre en fait les degrés ludiques que l'on peut ajouter à une activité pour que cette activité devienne à la fois un jeu, mais tout en restant sérieuse pour découvrir une notion ou travailler sur une notion. Alors, les degrés de gamification, il y en a 8. Tout d'abord, en haut, on a le sens épique. Donc, il faut qu'il y ait une quête qui nous dépasse. Donc, on peut avoir l'image du chevalier qui doit sauver un royaume ou sauver une princesse. Ici, on a une quête qui dépasse juste le chevalier et sa notoriété. Le sens épique, c'est vraiment essayer de résoudre quelque chose. Et donc, souvent, la scénarisation autour du jeu est très importante pour créer justement ce sens épique. Ensuite, l'accomplissement, donc le but d'un jeu, c'est justement d'essayer de valider, de réussir, donc valider un niveau, réussir le jeu, gagner le jeu. Alors ça, on reverra aussi un petit peu le côté un petit peu compétitif avec le fait de gagner. Mais en tout cas, l'accomplissement est essentiel pour le degré de gamification d'une activité. L'acquisition, ici, on pourrait le traduire plus par le fait de jouer un rôle. Donc ici, on va pouvoir jouer un personnage, on va pouvoir se mettre à la place, de façon empathique, à la place de quelqu'un ou de quelque chose. Et ça va créer justement une dimension, impliquante dans le jeu. Le fait de jouer un personnage, par exemple, va nous permettre de nous donner envie de résoudre les problématiques liées à ce personnage. Ensuite, la rareté. Donc, un jeu auquel on va jouer tous les jours, finalement, va perdre un petit peu de sa superbe, de son sublime. Donc, le degré de gamification d'une activité ici doit être relativement rare. Donc, le but, si vous voulez faire jouer, par exemple, vos élèves ou des apprenants,
Ça va pas être de jouer tous les jours ou de jouer très souvent, mais de façon rare pour créer justement du dynamisme, de la motivation et finalement avoir envie vraiment de rentrer pleinement dans cette activité nouvelle. Là, ensuite, on a l'évitement, donc c'est la peur de perdre, tout simplement. Donc, le fait de prévoir en amont dans la création d'un jeu ou donc d'un jeu ou d'un escape game, ça va, le fait de pouvoir justement perdre le jeu va créer un stress qui va généralement être moteur dans la réalisation du jeu. Donc ici, le game over, alors, sortir d'une pièce dans un temps donné, mais ça peut être aussi tout simplement avoir des points de vie sur un personnage et lorsque les points de vie tombent à zéro, le personnage est retiré du jeu ou le joueur va devoir prendre un autre personnage, etc. Donc ici, on a vraiment le sentiment de retour en arrière, en tout cas, si on n'a pas réussi. Ensuite, l'imprévisibilité. Alors, l'imprévisibilité, c'est tout simplement l'imprévu. Donc, qu'est-ce qui se cache dans l'étape d'après? Avoir envie de découvrir la suite de l'aventure. Donc ici, c'est ne pas finalement se dire bah, j'ai tout compris tout de suite, auquel cas on perdrait en motivation. Ici, l'imprévisibilité, c'est vraiment donner l'impression au joueur, donc celui qui est en train de faire l'activité, finalement, qui ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Donc on peut ajouter de l'imprévisibilité avec des systèmes de hasard, avec donc de la pioche, avec des cartes, avec des dés, mais ça peut être tout simplement aussi qu'est-ce qui va se passer ensuite, donc un événement qui va peut-être chambouler le jeu en lui-même. Enfin, non, il y en a encore deux. Le niveau social maintenant, donc c'est le but du jeu, c'est que vraiment il y ait une coopération, une interaction avec les autres joueurs. Alors, il y a des jeux qui existent, surtout des jeux vidéo qui peuvent être individuels, où on va être seul face à ce jeu, mais Yukai Shu dit en tout cas que le côté social ajoute vraiment un aspect intéressant à la dimension du jeu. Surtout après, on peut avoir des échanges entre pairs pour débriefer, et donc c'est très intéressant. Et enfin, l'empowerment, c'est le fait d'avoir gagné en compétences, de sentir que après le jeu, on a découvert des choses, on a avancé, on a acquis un certain nombre de compétences ou de nouvelles connaissances, et donc on va avoir développé finalement quelque chose. Donc ces 8 degrés de gamification d'une activité, on n'est pas obligé de mettre les 8 dans un serious game ou dans un escape game. Par contre, on peut justement en mettre 3, 4, 5, 6 afin de créer justement un côté ludique à une activité. Alors maintenant, je vais vous proposer donc un certain nombre d'éléments pour créer un escape game. Donc déjà, un escape game doit avoir un objectif. Alors, quel va être l'objectif? Est-ce qu'on doit découvrir quelque chose, par exemple découvrir une notion, découvrir des éléments? Est-ce qu'on doit s'entraîner ou expérimenter? Ou enfin, euh, est-ce qu'on doit réviser une notion? Alors, je vois dans le chat, j'essaie en vain d'avoir le son, comment faire? Alors, je ne sais pas, peut-être vous déconnecter ou vous reconnecter, parce que tout à l'heure, j'ai fait un essai, on m'a dit qu'on m'entendait bien, et vu que ça fait bientôt un quart d'heure que j'ai pris la parole et qu'on ne m'a pas fait de retour, je pense que, j'espère en tout cas que le son fonctionne correctement. Alors, donc les objectifs. Découvrir, s'entraîner ou s'expérimenter, et enfin réviser. Donc ici, l'objectif initial va avoir un impact vraiment important dans la création du jeu, parce que en fonction de votre objectif, vous n'allez pas créer le même jeu. Si on a envie de découvrir une notion nouvelle, on va pas avoir les mêmes mécaniques de jeu que si on veut réviser, typiquement. Ensuite, le public, alors l'âge des personnes qui vont jouer va avoir un rôle très important. On ne va pas faire le même jeu pour des enfants. Donc, par exemple, ma fille a 2 ans, elle va pas jouer au même jeu que ceux qu'on peut retrouver quand on a 10 ans, 15 ans, et puis même après à l'âge adulte. Donc, s'adapter à l'âge est très important pour créer de l'implication et de la motivation lorsque les joueurs vont jouer. Si on a mal comment dire, si on a mal cadré notre jeu et qu'il est trop complexe ou trop facile, ici on va pas être dans la zone proximale de développement et donc un jeu trop facile va démotiver et un jeu trop difficile va démotiver tout autant. Donc ici c'est important lorsqu'on crée un jeu d'avoir un public, un âge, en tout cas un public cible et d'adapter le jeu à ce public.
Alors après, il peut toujours être utilisé par des personnes plus ou moins jeunes, hein, mais l'importance ici de l'âge a un rôle quand même crucial dans la création de notre jeu. Ensuite, au niveau de la classe, donc, alors les niveaux déjà, on en parlait un petit peu avec l'âge, les niveaux vont jouer un rôle, mais il y a aussi alors la classe en elle-même, quels individus la composent, en fonction des classes, une activité ludique, un jeu, un serious game ou un escape game peut se peut bien se passer avec une classe et moins avec une autre. Donc en fonction des personnes, ça peut changer. Et puis les spécificités, alors les spécificités, on va avoir les spécificités disciplinaires des élèves qui sont dans une discipline ou une autre vont avoir peut-être plus d'appétence aux jeux que vous leur proposez. Donc par exemple, moi je suis professeur en éco-gestion, donc je vais avoir des élèves de bac professionnel en gestion administration, mais je peux aussi en avoir en commerce ou dans d'autres bacs professionnels, notamment pour la matière économie droit. Donc automatiquement, en fonction de mes élèves, je vais peut-être devoir adapter un petit peu les jeux ou proposer des jeux différents. Et on va avoir aussi des spécificités, donc peut-être des élèves avec des besoins particuliers qui vont devoir finalement vont avoir besoin à ce qu'on les cadre plus ou qu'on les, euh, les mettre peut-être plus sur la voie. On va le revoir tout à l'heure quand je vais justement vous montrer des exemples. Ça peut être mettre des voyants, mettre des marqueurs qui vont permettre en fait d'attirer l'attention pour simplifier la lisibilité pour des élèves qui peuvent avoir une dysorthographie ou certains 10, justement, ça va pouvoir peut-être les aider à mieux comprendre et à mieux jouer. Enfin, les mécaniques de jeu. Alors, les mécaniques, il y en a beaucoup qui existent. Là, je vous en ai mis 5 à l'écran, mais vous pouvez. Enfin, il y a une liste vraiment très grande de mécaniques différentes. Donc, les plus connues, ça va être des mécaniques de dés ou de cartes. Donc, le fait de piocher des cartes pour avoir des événements ou pour avoir des bonus ou des équipements. Le fait de lancer des dés pour se déplacer ou pour répondre justement avec du hasard à un événement. 1 et 2, généralement, c'est négatif. 3 et 4, ça va être moyen. Et 5 et 6, positif, par exemple. Les quiz ou les énigmes, alors on a beaucoup les énigmes dans les escape games. Euh, le Working Place, le jeu que je vais vous montrer tout à l'heure de société, vu qu'il a le but de faire réviser mes élèves, il y a des quiz où ils vont devoir répondre à des questions et les bonnes réponses vont leur apporter des bonus et les faire avancer dans le jeu. Les mauvaises réponses soit ne leur apportent rien, soit peuvent leur apporter quelque chose de négatif. Et enfin, le côté challenge. Alors, je le disais tout à l'heure, le challenge, ça peut être tout simplement l'aspect compétitif, qui va gagner, être le premier à gagner ou terminer le jeu, mais ça peut être aussi le challenge tout au long de la partie, le fait de gagner de l'expérience, d'améliorer son personnage, va être un challenge en soi. On va avoir envie de développer justement, développer son personnage. Donc ça, ce challenge, on le retrouve beaucoup dans les jeux vidéo où on a un personnage initialement qui a un très faible niveau avec très peu de compétences et tout au long d'une partie ou sur un temps très plus ou moins long, ils vont développer leur personnage, acquérir de nouvelles compétences et pouvoir faire un nombre de plus en plus varié de choses. Donc là, on peut aussi le proposer dans les mécaniques de jeu. Les points de vigilance lors de la création, alors il y en a certainement plus. J'ai essayé d'en résumer un maximum. Alors déjà, il va y avoir le temps. Donc le temps passé par joueur pour faire un tour. Le temps par tour complet, donc c'est l'ensemble des joueurs. Donc si vous avez un jeu avec 3, 4, 5 joueurs, il va falloir le prendre en compte pour un tour complet. Et enfin le temps de la partie. Alors si vous avez toute une journée pour jouer ou toute une matinée, ça ne posera pas de problème. Bien évidemment, si vous avez un temps limité, donc par exemple 1 heure de cours ou 2 heures de cours, il va falloir aussi adapter, créer un jeu en fonction aussi de cette problématique de temps. Par exemple, moi je les ai sur des temps assez longs, 2 ou 3 heures, donc ça me permet par exemple, proposer une activité sur 1 heure et demie, 2 heures, plus facilement. Après, c'est sûr que si on n'a que 55 minutes, avec le temps de préparation, le temps de mise en activité, l'activité, donc le jeu en lui-même, plus le temps de débriefing à la fin, il va automatiquement falloir aussi adapter en tout cas prendre en compte cette problématique du temps. L'équipement, alors l'équipement, ça peut être physique, donc on le retrouve dans un jeu de société, celui que je vais vous présenter tout à l'heure, où ici on a besoin d'avoir du matériel, donc un plateau de jeu, des dés, des pions, peut-être des cartes, etc.
Mais ça peut être aussi donc de l'équipement numérique, donc faire un escape game directement sur des outils, par exemple Geniali ou d'autres outils qui peuvent exister. Donc ça, je vous en montrerai un exemple tout à l'heure aussi d'un escape game ou d'un jeu de société totalement numérique. Et enfin, il peut y avoir donc les jeux hybrides. Ces jeux hybrides, ça va être à la fois utiliser peut-être un plateau de jeu, et en même temps avoir des questions sur un ordinateur. Voilà. Donc c'est un exemple et justement on le reverra tout à l'heure avec le jeu Working Place. En tout cas, prendre en amont cette réflexion autour des équipements nécessaires pour le jeu. Et si c'est un escape game, alors l'escape game peut être physique et numérique lui aussi. Et il y aura justement pas à prévoir les mêmes choses. Donc si c'est un escape game physique, il va falloir prévoir un certain nombre d'énigmes ou d'éléments à l'intérieur d'une pièce. Et si c'est numérique, il va falloir donc créer tout le côté, justement, essayer de s'évader, essayer de sortir d'une pièce ou en tout cas de sortir d'une problématique par voie numérique. Donc, essayer de créer de l'interaction à l'intérieur d'un outil. Et tout à l'heure, j'en ai parlé. C'est vrai que l'outil Geniali permet un certain nombre d'interactions et on en reparlera. Ensuite, le rôle de l'enseignant, est-ce qu'il est juste observateur? Donc, finalement, à l'extérieur, de façon neutre, il va regarder comment les élèves vont, ou les apprenants, ou les joueurs vont tout simplement jouer au jeu et prendre des notes ou pouvoir justement après apporter un certain nombre d'informations. Alors, ça peut être des rétroactions, mais ça peut être aussi réexpliquer certaines notions qui ont été mal comprises durant le jeu ou faire justement en fin de partie, un débriefing. Ensuite, il peut être facilitateur, donc c'est accompagner les élèves, les joueurs tout au long de la partie s'ils ont des problèmes, s'ils ne comprennent pas tel ou tel élément, s'ils ont besoin d'indices. Donc ça peut être les accompagner. Donc ici, le facilitateur, c'est le rôle que je prends justement dans le jeu Working Place que je vais vous présenter tout à l'heure. Et enfin, il peut être maître du jeu, donc ici prendre une place plus importante et ça va être peut-être lui qui va poser les questions, créer les événements et créer une dynamique. Alors le maître des jeux, il est difficile à avoir dans un grand groupe. Plus le groupe est grand, plus c'est compliqué. Donc un maître des jeux, ça doit être vraiment préparé en amont pour que ce soit fluide, qu'on sente que ça a été préparé. Alors, je vous ai préparé ici deux exemples. Alors, pour la création d'escape game pédagogique, on peut avoir donc, alors les deux ici sont totalement numériques, faits sur Geniali. Donc, ça peut être un escape game pour créer, pour découvrir une notion. Donc, ici, on est dans la création pure. Donc, je suis parti d'une page blanche et j'ai créé un escape game. Alors, typiquement, on a le bouton Start ici qui va nous rappeler un petit peu les jeux vidéo. Alors, ce jeu, je l'avais créé lors du confinement, du premier confinement, pour faire découvrir une notion à mes élèves de façon ludique. Alors, ici, c'était individuel, mais on aurait très bien pu imaginer un escape game à faire à deux ou à trois. Ça aurait été plus intéressant ici, vu que chacun était chez soi. C'est ce que je leur avais proposé. Donc ici, on a le bouton Start pour commencer l'escape game. On va avoir la notion justement, quel facteur de production pour lancer notre nouvelle gamme. Donc ici, on est dans une notion d'économie. Ensuite, la mission. Alors, j'ai vu qu'en petit, vu que j'ai inséré le Geniali à l'intérieur d'un canevas, en petit, c'est assez gros, mais à l'écran, en tout cas, la police n'était pas exactement la même. Donc ici, ils doivent résoudre différentes missions pour se faire recruter dans une entreprise. Donc ils ont deux missions principales. La première, c'est découvrir qu'est-ce que c'est les facteurs de production. Et la deuxième, comment être recruté justement dans cette entreprise et en tout cas faire toutes les étapes de recrutement pour être pris. Donc ici, on a à la fois la casquette professeur d'économie et droit sur une notion de cours et en même temps, le recrutement, c'est plutôt le côté gestion administrative où on le travaille parce que souvent j'ai les classes dans deux matières, en gestion administrative et en éco-droit, donc ça me permet de faire des transversalités entre les deux matières. Je précise un petit peu le contexte, leur souhaite une bonne aventure et ensuite ils peuvent commencer l'introduction. Donc ici, le but, c'est de les rendre acteurs. Donc sur chaque page, ils vont devoir créer et cliquer sur des éléments. Alors justement, ici, il fallait cliquer sur l'élément qui était en mouvement. Et au bout d'un certain moment, j'ai fait exprès de créer un visuel un petit peu plus qui va attirer un peu plus l'œil pour cliquer sur cette touche.
Ici, on va avoir une publicité à la télé qui nous propose, qui dit qu'une entreprise recrute et cherche un nouvel employé. À partir de là, l'élève a le choix. Alors, derrière ce choix, c'est un non-choix finalement parce que la page aura le même intérêt pour la suite de l'escape game. Il va devoir donc allumer son ordinateur ou prendre son smartphone, utiliser donc un moteur de recherche pour faire la recherche. Ici, il y a la possibilité d'avoir des indices s'il n'a pas compris qu'en fait, il doit rechercher l'entreprise justement dans laquelle se passe cet escape game. Donc ici, il doit mettre l'entreprise dans laquelle se passe l'escape game, soit faire recherche, soit faire entrer pour rechercher. Après, il a la possibilité donc de regarder le site internet de l'entreprise. Alors, je vous passe les détails, hein, je vais pas, surtout que c'est pas le retour d'expérience que je souhaite vous faire aujourd'hui. Et enfin, donc il y a la partie, donc là, il y avait un site internet factice, la partie recrutement, où ils vont se rendre après dans l'entreprise. Et à l'intérieur de l'entreprise, donc il y a un certain nombre de personnes qui vont leur parler, leur donner des missions à réaliser, et ils vont devoir au fur et à mesure donc faire un entretien pour être recrutés, traverser les différents services, et enfin aller à la direction pour lancer la nouvelle gamme de produits et être recruté dans l'entreprise. Donc on voit qu'après il y a les différents personnages qui vont dire un certain nombre de choses, et on a des éléments à l'intérieur des pièces qui sont justement cliquables. Donc voilà pour un escape game de création pour découvrir une notion. Après, on peut avoir une autre type d'activité. Donc ici, c'est la réadaptation d'un jeu de loi. Donc ici, c'était un jeu justement pour réviser l'ensemble d'un programme sur une année. Donc il y a les règles du jeu, comment on joue au jeu de loi avec les différentes cases spéciales. Donc, si on tombe sur la case, par exemple, loi, il faut relancer les dés, contrat, passer un tour, faillite, retour à la case départ. Qu'est-ce qui se passe quand on tombe sur une case pair, impair et donc il faut lire une question. Si on a une bonne réponse, il se passe quelque chose. Si on a une mauvaise réponse, il se passe autre chose. Bon, après, je vous passe les règles spéciales. Et donc, grâce à Geniali, dont je parlais tout à l'heure, il y a la possibilité de faire un certain nombre d'interactivités. Donc ici, on a la possibilité de lancer un dé. Donc on clique, ça le lance. On reclique, ça. Donc on a le résultat du dé. Et on a les éléments ici, c'est des pions interactifs. Donc on prend un pion, on peut le déplacer. Donc si on est plusieurs joueurs, ici on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Donc le joueur numéro 1, il a fait 1. Il va aller sur la case 1. Sur la case 1, qu'est-ce qu'il doit faire? Ici, case impair, il doit lire une question. Si c'est une bonne réponse, il va avancer 2 cases. Une mauvaise, il va rester sur la case. Donc à partir de là, il y a un QCM ici qui est prévu sur le côté. Il va lire la question, il répond. Si donc là il a mal répondu, il va rester sur la case. S'il avait bien répondu, il pouvait donc avancer de 2 cases. On peut passer directement sur l'outil aux questions suivantes et le joueur suivant va pouvoir lancer les dés et par exemple ici tomber sur la case contrat qui va lui faire passer un tour. Le joueur suivant va à nouveau lancer les dés, etc. Donc ici, on a deux types de jeux en tout cas. Un jeu où on va créer totalement le jeu de façon numérique et tout à l'heure on va voir de façon physique. Et la réadaptation, alors ici j'ai réadapté un jeu de loi, mais ça pourrait être réadapté par exemple un Trivial Poursuite avec des questions à l'intérieur du Trivial Poursuite liées à votre matière, à votre discipline ou à ce que vous avez envie de faire. Ça peut être réadapté un Monopoly ou tout autre jeu, par exemple un risque en histoire pour découvrir peut-être des continents. Voilà. Donc il y a autant, enfin finalement les seules limites, c'est celles qu'on se met. Après, il faut toujours avoir l'objectif, qu'est-ce que l'on veut pédagogiquement atteindre comme objectif, et ensuite comment on le met en place, de façon numérique ou de façon physique. Donc voilà toute cette première partie sur, de façon assez globale, à quoi sert un serious game, pourquoi est-il intéressant pédagogiquement et comment on peut le créer. En tout cas, c'était pour vous donner des idées déjà autour de cet escape game. Je le répète, n'hésitez pas à me poser des questions sur le chat si vous en avez. En tout cas, j'essaierai de vous laisser un petit temps en fin d'atelier justement si vous avez des questions pour approfondir un petit peu les sujets. Alors, maintenant, je vais vous faire un retour d'expérience sur le jeu Working Place. Donc, comme vous pouvez le constater ici, c'est un jeu de société
pour réviser. Donc il y a des QCM qui sont de façon numérique, donc sur ordinateur ou tablette, les élèves peuvent avoir accès au QCM et ils ont un jeu donc qui peut entre guillemets se rappeler le Monopoly où ils vont devoir se déplacer dans une entreprise fictive et acquérir un certain nombre d'expériences. En tout cas, ma problématique ici, c'était d'essayer de créer un jeu ludique qui allait donner envie aux élèves à la fois de revoir des notions que l'on traverse en classe et en même temps de réviser avec des QCM alors soit de révision sur toute une année ou tout un cycle, donc sur l'année de seconde, première, terminale ou sur le cycle entier du bac professionnel. Et ça pourrait être aussi par exemple une partie à faire pour réviser un chapitre ou réviser des notions liées à une compétence. Donc après, le champ peut être large et j'avais déjà même réfléchi à des adaptations pour différentes matières, donc avec pourquoi pas une adaptation pour l'histoire-géographie, pour le français. Donc ça serait une réflexion à voir en tout cas. Ce jeu, je l'ai créé pendant les vacances estivales, donc au mois de juillet et d'août. Et on l'a testé pour l'instant 2 fois en classe. Le retour est intéressant. Enfin, le retour des élèves, en tout cas, est intéressant et me donne envie, en tout cas, de continuer dans ce chemin. Alors, c'était la première fois que je faisais alors autre chose qu'un escape game en classe. Donc là, c'était un jeu sérieux. Et donc, je vais vous le présenter, puis justement, vous faire un retour un petit peu des élèves. Alors ici, je vois qu'il y a juste 2 questions avant de présenter le jeu. Merci pour ces explications et présentations. 2 questions. Combien de temps de conception pour ces 2 jeux, Escape Game et Jeux de loi? Les retours élèves sont-ils bons? Alors, les retours élèves, justement, je vous en mettrai tout à l'heure pour le jeu Working Place. J'en ai pas mis pour le jeu l'Escape Game et le jeu de loi. Alors, les retours sont généralement vraiment très très bons. L'Escape Game, ils ont été conquis, ils ont trouvé que cette heure est passée vraiment très vite. Alors, j'ai à chaque fin de Serious Game, donc Escape Game ou jeu sérieux, je mets à disposition de mes élèves un questionnaire pour justement qu'ils puissent me faire un retour. Ce que j'ai à vous présenter pour Working Place, alors je ne l'ai pas sous la main pour l'Escape Game que je vous ai montré plus haut, mais en tout cas, vraiment, tous les retours sont positifs. Et pour vous dire, ils ont la possibilité en bas de mettre des commentaires, mais ce n'est pas une réponse obligatoire dans le formulaire. Et très souvent, j'ai, je ne sais pas, 80% des élèves qui mettent un commentaire et généralement très, très positif. Ensuite, la deuxième question, c'était combien de temps de conception? Alors, pour les escape games, je dirais. Alors, les premiers, on va dire, plus j'en fais, plus je vais vite. Donc, les tout premiers que j'ai fait en fin d'année dernière, je mettais peut-être une trentaine d'heures à le faire. Un escape game qui prend entre 1 heure on va dire qu'il prend 1 heure ou 2 maximum à être fait, 1 heure, 1 heure et demie. Pour maintenant, je vais plutôt mettre entre 15 et 20 heures à peu près pour faire un escape game parce que je maîtrise de mieux en mieux l'outil. Ensuite, le jeu de loi. Alors, le jeu de loi, celui qu'on a ici, je l'ai fait très très vite, hein. C'est vraiment une image que j'ai fait, et puis après, j'ai juste mis la possibilité. Alors, ce qui était le plus long finalement, c'était de faire les questions sur WordWall. Ici, j'utilise WordWall. Donc, le plus long, ça a été de faire les questions, mais le jeu en lui-même, je dirais qu'il m'a pris 1 heure ou 2, grand maximum. Pour créer cette interface. Et le jeu Working Place que je vais vous présenter ici, alors je l'ai fait sur 3 semaines, entre la naissance de l'idée, commencer à faire les éléments, les imprimer, faire des tests, donc faire des tests du jeu, et puis après plastifier tous les jeux, puisque j'en ai fait 3 en tout. Donc je l'ai en 3 exemplaires pour que le but c'est qu'il puisse jouer à 4 ou 5 maximum. Et je dirais que donc sur les 3 semaines, j'ai pas compté vraiment le temps de travail, mais je dirais au minimum peut-être 50 heures, 60 heures pour créer le jeu de société. Alors après, c'est vrai que vous me direz, c'est très long pour une seule heure. Alors d'une, c'est sûr que j'en fais pas beaucoup dans l'année, mais c'est surtout aussi que ça permet vraiment aux élèves de découvrir la matière sous un autre regard. Et souvent, c'est
c'est très profitable. Par exemple, l'escape game dont j'ai parlé tout à l'heure, je l'ai fait au tout début de l'année. C'était notre première séance d'économie droit. Et c'est vrai que ça leur a vraiment fait plaisir et je pense que ça a créé une dynamique intéressante avec les élèves dès le début de l'année. Et finalement, même si j'ai passé peut-être 30 heures à le faire pour une seule heure de cours, je pense que le gain réel, la motivation et je la récolte au fur et à mesure de l'année, je récolte le fruit finalement de ce labeur. Donc je pense vraiment qu'il y a un intérêt pédagogique. Et je le répète, on l'a vu tout à l'heure, l'important c'est aussi la rareté et le faire de temps en temps, leur faire découvrir un aspect ludique finalement autour de notre discipline, va vraiment les dynamiser, les motiver, se dire bah, finalement les autres cours peut-être plus traditionnels, je vais les suivre parce qu'à un moment donné, je vais avoir une activité, je vais avoir quelque chose d'intéressant qui va me plaire. Donc il y a finalement ce contrat un peu tacite avec eux où je leur dis bah parfois, cette notion, elle est un petit peu plus compliquée à aborder, mais la notion prochaine, je vous ai préparé des activités ludiques et intéressantes, donc souvent, ça peut les motiver. Bonjour, suite à la disparition de la technologie Flash qui permettait de diffuser gratuitement des SG, quelles sont les nouvelles technologies que vous utilisez? Vous allez aborder l'outil Geniali, il y en a d'autres. Alors, j'utilise en effet de façon numérique essentiellement Geniali pour le côté interactif. Tout le visuel, donc ce que vous voyez ici, la présentation, mais ça peut être aussi d'autres créations de visuels, je le fais sur Canva. Après, j'utilise des outils pour ce qui est physique, comme ce que vous avez ici, des outils comme Publisher ou autres. En tout cas, je vais reparler des outils tout à l'heure à la fin de ma présentation. Mais de façon très light, parce qu'il nous reste déjà plus que 25 minutes, donc le temps est compté. Et puis sur ce thème, on pourrait en parler des heures, même parler de techniques de réalisation, etc. Mais ici, le fait que ce soit en simplement une heure, il faut aussi bah, j'ai essayé de mettre un maximum de choses en une heure, mais en tout cas, je ne vais pas pouvoir aller aussi loin dans l'utilisation des outils que je pourrais le faire lors d'une formation ou lors d'un échange. J'utilise également un jeu de société pour aborder les notions de comptabilité. Pour la première fois à mes étudiants, je me reconnais dans ce que tu proposes. Bah, je suis très content en tout cas que tu te reconnaisses. Et c'est le but ici, c'est justement de donner des idées. Et je pense qu'il y a autant de jeux que d'enseignants, que de personnes. Le but, c'est aussi de proposer quelque chose qui vous ressemble et que vous puissiez animer. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors, le jeu Working Place. Alors déjà, l'univers, c'est le monde de l'entreprise et ses différents services. Donc, je le disais tout à l'heure, en tant que professeur d'éco-gestion, c'est important pour moi vraiment d'être dans cet univers de l'entreprise. En gestion administrative, on a beaucoup de cours liés finalement aux compétences, mais aussi au savoir-être en entreprise, au savoir-faire. Donc cet univers de l'entreprise est très important parce que finalement, c'est celui dans lequel on est en permanence en classe. D'ailleurs, il y a des jours où il doit venir en tenue professionnelle. Il y a vraiment toute une dynamique autour du monde de l'entreprise. Donc voilà le point de départ finalement, l'univers. Le but du jeu en soi, donc chaque élève va avoir une mission individuelle en début de partie, donc c'est une carte qui va piocher, et cette mission individuelle va être différente d'un joueur à un autre. Donc il y a un joueur par exemple qui va devoir plus récolter d'expérience dans le jeu, il y a un joueur qui va devoir récolter un certain nombre de badges, il y a un autre joueur qui peut devoir récolter un certain montant, parce qu'il y a de l'argent dans le jeu, de l'argent fictif bien évidemment. Donc ici, il va y avoir différentes façons d'atteindre son but. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque élève ne sait pas le but, la mission de l'autre. Donc un élève peut être très proche de finir le jeu et puis finalement, il y a un autre élève qui peut terminer avant lui sans qu'il s'y attende. Là où souvent les jeux, par exemple comme un jeu de loi, on voit la personne qui est en train de se rapprocher du centre, donc on sait qu'il est vraiment en posture de gagner. Là, il y a un côté finalement où on ne sait pas où en sont les autres, donc ça crée de l'intérêt à ce niveau-là. Ensuite, le déroulement en lui-même. Alors, on va se déplacer à l'intérieur du plateau que je vais vous présenter juste après. Sur chaque case, il va y avoir un événement. Alors, soit piocher des cartes, soit rencontrer une autre personne dans l'entreprise, soit donc dans les cartes qu'on va piocher, ça peut être avoir un objet particulier lié à l'entreprise, ça peut être avoir un bonus, etc. Ou alors tomber sur un service. Donc il y a 8 services sur la carte que je vais vous présenter tout à l'heure sur le plateau de jeu. Et chaque service permet d'avoir un badge lié à ce service. Et donc il y a 8 badges au maximum à avoir. Et chaque mission individuelle des joueurs
ils doivent récolter un certain nombre de badges. Donc il y en a qui doivent en récolter que 4, mais avoir plus d'expérience de personnage, et d'autres qui doivent par exemple en récolter 6, 7, 8. Donc il y a des missions plus ou moins difficiles, ça c'est le hasard aussi qui joue son rôle. Et enfin, donc, il y a donc de l'expérience à gagner et des badges à collecter donc tout au long de l'expérience, tout au long de la partie. Alors, déjà, il y a des fiches de personnages donc, que je vais vous représenter aussi tout à l'heure. Ça permet aux élèves de s'identifier à leur personnage. Chaque personnage a un métier dans l'entreprise, donc ça peut être le responsable des formations, ça peut être la personne chargée de l'accueil, ça peut être une comptable, un chargé des ressources humaines, etc. Donc, en plus, ça permet d'aborder à nouveau hein, l'univers, le monde de l'entreprise. Il y a donc les dés pour certaines résolutions d'événements et surtout pour se déplacer sur la carte. Donc il y a un côté aléatoire qui fait qu'ils ne savent pas vraiment où ils vont tomber. Et lorsqu'il y a un événement, je le disais tout à l'heure, s'ils font un ou deux, c'est négatif. S'ils font 3 ou 4, c'est moyen. Et 5 ou 6, c'est positif. Donc finalement, il peut se passer des bonnes ou des mauvaises choses en tombant sur une carte. Donc il y a le côté hasard. Ensuite, les QCM, ça nous permet de revoir des notions de cours. Alors, ici, je l'avais fait un petit peu avant les vacances de la Toussaint, et parce qu'après, ils partent en stage, donc on l'a pas refait dernièrement. Le but, c'était de leur faire réviser ce qu'on avait vu depuis le début de l'année et tout le programme de l'année d'avant, parce qu'avec le confinement, finalement, il y avait certaines notions qu'ils avaient peut-être que survolées. Donc ici, c'était pour revoir les notions qu'ils avaient déjà vues ou en tout cas pour pouvoir asseoir les connaissances qu'ils avaient peut-être vues que de façon partielle. Et il y a le côté donc compétition où ici, alors déjà chaque joueur a le challenge de valider sa mission qui lui est propre, mais aussi bien sûr d'être le premier, de gagner la partie. Et enfin, s'il tombe sur la même case, il se passe un événement. Donc, il y a aussi cette compétition où le fait de tomber sur la case d'un autre joueur, on va pouvoir lui prendre un objet ou on va pouvoir, il y aura une interaction en tout cas avec ce joueur. Alors, le plateau, je vais vous présenter maintenant le plateau de jeu. Alors ici, il faut imaginer que, je sais que vous ne pouvez pas lire, mais je l'ai mis juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler. Il faut imaginer que le plateau fait en taille réelle la taille d'un plateau, par exemple, de Monopoly ou autre. Donc c'est vraiment un grand plateau où on peut lire, on peut lire toutes les informations qu'il y a dessus. Alors déjà, comme vous le voyez, on est dans une entreprise, donc les lignes rouges ici, c'est tout simplement les chemins que l'on peut emprunter à l'intérieur de l'entreprise. Les 8 services, c'est donc ils sont à chaque extrémité. Donc ici, vous avez le service, par exemple, informatique, où on va reconnaître, ici, ils ont un serveur, ils ont beaucoup d'ordinateurs, etc. Le service commercial avec un fauteuil pour accueillir les clients. Le service ici, formation, avec l'objectif de la formation. On voit ici, ils sont en train de faire une visioconférence. Le service accueil, où justement on accueille, il y a la possibilité d'attendre les personnes à l'intérieur de l'entreprise, etc. Bon, je rentre pas dans les détails et je sais que vous voyez de façon, euh, comment dire, je sais que vous voyez de façon, enfin vous n'arrivez pas à lire en tout cas ce qu'il y a décrit, mais il faut imaginer que sur chaque case il y a un événement. Donc là c'est écrit en dessous, par exemple piocher un événement, piocher 2 événements. Là ils arrivent dans l'espace de repos où ils doivent lancer un dé, il se passe quelque chose, etc. Pareil au niveau de la photocopieuse, au niveau de l'affichage dans l'entreprise ou de la salle de réunion. Et après, à l'intérieur de chaque service, donc ils doivent en premier lieu répondre à un QCM. Si la réponse est bonne, ils peuvent acquérir le badge de ce service. Donc on ne peut pas acquérir 2 fois le badge du même service. Donc celui qui doit avoir 8 badges va devoir aller finalement dans tous les services et répondre au moins à 8 QCM pour avoir le badge. Et en plus du QCM, alors si on a une bonne réponse, on collecte un petit peu d'argent et en plus on lance un dé pour gagner des points, de l'expérience, donc améliorer notre personnage tout au long de la partie. Donc voilà pour le plateau. Et au milieu, il y a l'accès au bureau du PDG où justement, une fois que le joueur a fini sa mission et a la clé du bureau du PDG, parce qu'il faut piocher cette clé, il va pouvoir accéder au bureau du PDG et gagner la partie. Le questionnaire interactif et Word. Ah oui, alors pour les questionnaires, c'est WordWall et je les remets tout à l'heure dans la présentation. Et je sais qu'à la fin du salon, vous aurez la possibilité de revoir en replay les vidéos. Donc ça vous permettra, si vous voulez, de revoir les outils et de pouvoir
bah, vous les utilisez vous-même. Donc voilà pour le plateau de jeu, de rien. Au niveau des personnages, alors donc il y a 8 personnages différents dans le jeu, chacun ont des compétences techniques et relationnelles propres. Donc les compétences techniques et relationnelles, alors c'est à nouveau lié à l'entreprise, hein, donc les compétences techniques, on peut les assimiler aux hard skills et les compétences relationnelles plutôt aux soft skills. Donc ici, ça va être comme des points d'expérience. Donc au début, on commence avec 3 pour ce personnage-là, 3 points en compétences techniques et 3 points en compétences relationnelles et il peut en gagner, en perdre au fur et à mesure du jeu. Généralement, quand il y a une rencontre avec un autre joueur ou avec des cartes, parce qu'il y a des cartes, dans les cartes événements, on peut rencontrer aussi d'autres personnes dans l'entreprise. Et ces rencontres-là vont se résoudre avec justement un lancer de dés. Et on va additionner nos compétences techniques ou relationnelles au lancer de dés pour savoir qui gagne, entre guillemets, cette rencontre. Et si on gagne la rencontre, on a quelque chose de positif. Et si on perd une rencontre, on perd un point de carrière. Donc là, ce personnage a 4 points de carrière. Il y a d'autres personnages qui n'en ont que 3. Donc tout dépend un petit peu de la spécificité de chaque personnage. Et les points de carrière, c'est un petit peu comme les points de vie dans certains jeux. Si on arrive à 0 point de carrière, on est licencié et on va devoir prendre un nouveau personnage pour recommencer la partie et perdre finalement toutes les compétences que l'on avait acquises. Donc il y a une gestion des points de carrière qui est intéressante. On peut en gagner à certains moments, en perdre à d'autres. Voilà. Donc je rentre pas non plus trop dans les détails parce qu'il nous reste qu'un quart d'heure, mais au moins c'est pour que vous voyez un petit peu l'esprit du jeu. On a ici des compétences particulières liées à chaque métier. Donc chaque personnage va avoir une compétence propre. Donc il y a un aspect ici stratégique dans le choix des personnages parce qu'il va falloir prendre un personnage en lien avec la mission que l'on a à réaliser. Si on a une mission, par exemple, où il faut collecter un certain nombre d'argent, on va peut-être prendre un personnage qui va faire du commerce ou autre lié un petit peu à en tout cas au fait qu'on va pouvoir collecter peut-être plus facilement de l'argent. Si on a un personnage qui doit avoir des compétences techniques, on va peut-être se tourner plus vers un comptable ou autre. Et si on doit avoir une mission plus liée par exemple, tout ce qui est relationnel, on va peut-être aller vers la formation ou vers le service accueil, par exemple. Et enfin, durant la partie, chaque personnage peut avoir un objet spécial qu'il va gagner s'il a atteint suffisamment d'expérience en fonction de son activité, qui va le rendre, entre guillemets, plus fort, qui va lui apporter des compétences supplémentaires. Donc là, c'était un des personnages, mais il y en a 8 en tout. Pour les 8 services, donc il y a 8 couleurs, et vous l'aurez compris, 8 pions, donc un pion de chaque couleur différente lié à ces personnages-là. Alors les cartes maintenant, donc les cartes, ça permet à la fois de revoir les éléments étudiés en classe. Donc ici, on voit que c'est des informations liées un petit peu à la gestion administrative. Donc on a le chargé des visiteurs qui, ici, c'est une rencontre, c'est un événement que l'on va faire. Donc ici, il a un niveau 4 en relationnel, par exemple. Donc ici, on avait le personnage au niveau de base, il a que 3 en compétences relationnelles. Donc ici, on devra lancer un dé, additionner 3 au résultat du dé. Un autre joueur va lancer un dé pour l'événement et on va additionner le dé au nombre de points ici pour savoir qui gagne cette rencontre. Si le joueur gagne, il va pouvoir conserver la carte et l'échanger plus tard contre de l'expérience. Si le joueur perd, il va perdre un point de carrière dont je vous parlais tout à l'heure. Donc chargé des visiteurs, donc on voit des personnes en tout cas qui sont présentes en entreprise, des métiers qui existent en entreprise. Ensuite, on peut avoir d'autres cartes, donc ça va être ici par exemple promotion interne, donc c'est des termes qu'on peut aborder tout au long de l'année. Donc gagner au choix 300 €, un point de carrière, un point de compétence technique ou un point de compétence relationnelle. Donc ici, l'élève, quand il pioche cet événement, va avoir le choix justement du gain et en même temps, sans s'en rendre compte, il va mémoriser justement le fait que une promotion interne, c'est positif, etc. Alors après, nous, on peut réaborder ces termes-là, mais en tout cas, c'est des termes que l'on a vus en classe. Et identification donc des métiers, des équipements ou objets que l'on retrouve en entreprise. Donc là, par exemple, c'est un objet qui va permettre d'apporter un bonus dans les points relationnels. Et ici, c'est une chaise ergonomique, mais il y en a plein, hein. Ça peut être des logiciels, par exemple Word, PowerPoint, etc., donc de traitement de texte ou de tableur. Ça peut être une voiture de fonction ou un téléphone de fonction. Ça peut être un bilan comptable. Ça peut être une fiche de paye. Donc toujours lié un petit peu aux univers des différents services de l'entreprise et ça permet de réviser un petit peu les notions
de réviser les notions que l'on aborde tout au long des 3 ans du bac professionnel. Et comme je le dis, hein, ça pourrait être un jeu totalement adapté à l'histoire avec des grands noms de l'histoire, des rencontres où on pourrait rencontrer Jules César, Alexandre le Grand, etc. Ça pourrait être des succès, des grandes batailles, etc. Ça pourrait être des objets, par exemple, liés comment dire, à un personnage historique ou autre. Et ça pourrait être exactement transposable aussi avec des écrivains ou des poètes, avec des peintres, etc. Donc ça pourrait vraiment être un jeu qu'on pourrait développer différents, euh, à différents niveaux. Enfin, les QCM dont je parlais tout à l'heure, donc ça permet de réviser les notions. Alors je fais exprès de mettre des questions faciles, moyennes et difficiles. Comme ça, un élève qui a finalement déjà des connaissances sur le sujet va parfois avoir des difficultés à répondre à une question. Et un élève qui a peut-être survolé la notion ou en tout cas ne connaît peut-être pas tout sur le bout des doigts, va pouvoir quand même gagner des badges en répondant à certaines questions faciles. Ici, le but, c'est vraiment la rétroaction immédiate et le fait de répéter des notions abordées en classe, donc de réactiver finalement les neurones. Et on le sait avec la courbe notamment d'Ebbinghaus sur l'oubli, que toute réactivation que l'on va avoir va permettre finalement d'avoir une meilleure rétention de l'information. Donc ici, ça peut que être positif pédagogiquement. Et enfin, ces QCM sont nécessaires donc pour obtenir des badges ou des bonus tout au long de la partie. Donc ici, des exemples de questions. Donc j'ai fait 100 questions sur le programme de première, je crois, 100 questions sur le programme de... Alors non, 100 questions sur le programme de seconde et première et 100 questions sur le programme de seconde, première et terminale, parce que cette année, j'ai des premières et des terminales. Donc le but, c'était de réviser ce qu'ils ont déjà fait et en même temps de voir ce que l'on fait ensemble. Et je le répète, j'utilise WordWall pour faire les QCM en ligne. Alors, les retours, vu que vous m'aviez posé la question, alors, j'ai pas voulu vous mettre tout le questionnaire dans le détail, mais dans l'ensemble, bien évidemment, les retours sont très positifs. En tout cas, ils ont aimé cette activité. Donc ici, on a 2 classes de lycée professionnel, soit 31 réponses à ce questionnaire, mais les résultats étaient à peu près le même pour l'escape game l'année dernière, où il y a, je crois que j'ai une soixantaine d'élèves qui l'avaient fait, et les résultats étaient vraiment similaires. Donc si vous aviez ce jeu à la maison, plusieurs réponses possibles. Alors, il y en a donc 25 en tout qui ont mis on pourrait y jouer en famille ou il me permettrait de réviser en s'amusant. Donc c'est quand même 25 sur 31, un beau pourcentage, plus des 3 quarts. On en a 2 qui seraient même prêts à y jouer avec des amis. Alors, je ne l'ai pas mis dans le carré rouge, mais c'est quand même intéressant. Et dans les 4 qui m'ont mis qui resteraient au placard, ils sont venus me voir gentiment à la fin pour me dire que c'est peut-être parce qu'ils de base n'aiment pas trop les jeux de société ou qu'ils y jouent pas chez eux. En tout cas, il y avait pas, c'était pas contre le jeu. C'était pas je veux jamais rejouer, par exemple. Pensez-vous que ce type d'activité favorise l'apprentissage, la mémorisation ou les révisions? On en a 26 qui ont mis beaucoup ou énormément, 5 qui ont mis un peu et aucun qui ont mis pas du tout. Souhaitez-vous y rejouer dans l'année? On en a 30 qui ont mis oui et un qui a mis pourquoi pas. Donc aucun élève, en tout cas, ne veut pas y rejouer et ne veut pas en entendre parler. Donc c'est des retours quand même très intéressants. Et pour vous mettre un petit peu des messages laissés, alors j'ai fait exprès de mettre pas que du positif parce qu'il y a eu quand même, surtout au niveau des règles. Donc là, c'est certains commentaires élèves. En tout cas, je vous ai mis un panel le plus proche de la réalité. Donc Diane nous dit un jeu d'apprentissage intéressant et mécanique du jeu original. Arthur, ce jeu est plutôt cool car cela nous permet de réfléchir tout en jouant et en plus ça nous permet de communiquer entre nous. Juliette nous dit ce jeu est très bien, il permet de réviser en s'amusant et de partager un moment avec la classe. Et Matt qui nous dit c'est un bon jeu mais les règles sont assez compliquées à appréhender. Alors tout à l'heure je parlais justement de la zone proximale d'intégration, d'apprentissage. Alors c'est vrai que j'ai fait exprès de créer un jeu un petit peu compliqué parce que je voulais pas que ce soit trop simple et que ça devienne ennuyeux. Donc finalement je l'ai rendu un peu compliqué de par ces règles, mais après une partie d'1 heure, 1 heure et demie. Je sais que la prochaine partie, ils se rappelleront des règles et ça, finalement, ça sera relativement intéressant. Et le fait d'avoir créé un jeu compliqué fera que même les deuxième ou troisième parties, ils garderont finalement l'envie de découvrir. Il y aura toujours, en tout cas, avec l'aléatoire ou autre, il y aura toujours de la découverte. Et finalement, ils n'auront jamais fait le tour, ou en tout cas pas tout de suite. Parce que le problème des jeux trop simples, c'est que souvent, au bout de 2 parties, on a fait le tour et on n'a plus envie d'y retourner.
Donc finalement, même lors de la création, je savais que ça allait être compliqué, mais je me suis dit on va dire que c'était un parti pris. On parlait tout à l'heure des logiciels. Alors pour le jeu de société, alors, vous allez vous dire c'est étonnant qu'il y ait Excel. Donc pour le jeu de société, j'ai utilisé donc Publisher pour les cartes, les personnages et les billets, et Excel pour le plateau. Alors ça, c'est peut-être une déformation professionnelle en tant que professeur de gestion qui utilise très souvent Excel. Mais sur Excel, on peut faire de la programmation ou en tout cas, on peut l'utiliser autrement que juste comme un tableur qui va faire des calculs. Alors je vous avouerai que je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à utiliser Excel, mais je suis parti sur Excel pour créer mon plateau et puis au fur et à mesure, j'ai mis tellement d'éléments dedans que ça m'a pris tellement de temps juste à faire le plateau qu'après coup, je me suis dit, bah, je ne vais pas changer d'outil. Ça serait à refaire aujourd'hui. Je ne sais pas si j'utiliserai Excel, mais en tout cas, il m'a permis de réaliser le jeu que je vous ai présenté. J'ai utilisé WordWall pour les QCM interactifs. On peut avoir au maximum 100 questions, par contre, on est limité à ça. Et on peut créer au maximum 5 QCM de 100 questions différents. Donc moi, ça ne me pose pas de problème, parce que vu que j'ai peu de classes, on va dire que j'ai un QCM pour la première, un QCM pour la terminale, et euh, j'utilise que WordWall pour mes jeux sérieux. Donc, je ne l'utilise pas pour d'autres cours parce que je vais utiliser, par exemple, euh, Kahoot ou Learning Apps ou d'autres outils qui vont me permettre de créer des questionnaires d'autres façons lors de mes activités, lors de mes cours. Donc, WordWall, je l'utilise vraiment que pour le jeu de société Working Place, pardon. Alors, je vois une publication en financement participatif. Alors, pas encore. J'y réfléchis. Je me dis que ça pourrait être intéressant. Pour l'instant, je l'avais vraiment créé de façon amateur, mais ça pourrait être intéressant de voir si on pourrait finalement aller plus loin, en tout cas, dans le développement de ce jeu. Et puis surtout que j'ai déjà des idées en plus de déclinaison, donc ça pourrait être intéressant. Les outils qui sont à l'écran ici, alors à part Publisher et Excel qui font partie de la suite Office, les autres sont gratuits. En tout cas, il y a la possibilité gratuitement de les utiliser avec souvent des options premium, donc soit pour avoir plus de contenu ou plus de possibilités sur le jeu. Canva et Genially, il y a des versions éducation aussi, donc qui permettent d'avoir un compte premium, enfin en tout cas un compte éducation, en envoyant enfin en tout cas en montrant que vous êtes bien enseignant. Euh, et il y en a certainement beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, j'utilise d'autres outils, mais ici, je voulais mettre ceux que j'utilisais particulièrement pour Escape Game et jeux sérieux. Après, il y a plein d'autres outils qui peuvent être utilisés pour la création de séquences, de séances, etc. Et de façon dynamique et interactive. Tout à l'heure, je citais Learning Apps qui permet de faire c'est un exerciceur qui permet de faire des exercices de façon assez ludique. Et il existe énormément d'autres outils. D'ailleurs, vous pouvez tous les retrouver dans mon site internet. Il y a un onglet dans le site welcome to the future.fr, il y a un onglet outils où je partage justement avec vous un certain nombre d'outils d'évaluation, de création, etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Donc, jeux de société plutôt. Alors, j'ai utilisé Publisher Excel, mais on aurait pu en utiliser d'autres, hein. WordWall pour les QCM et au niveau de l'escape game, Genially pour le côté interactif. Vous l'avez vu tout à l'heure avec l'escape game, ça permet vraiment de cliquer, de mettre du mouvement en fait dans un PowerPoint, enfin, c'est pas dans un PowerPoint, mais on va dire qu'au lieu que ce soit un PowerPoint figé, ça permet vraiment de créer du lien, du mouvement. Et c'est ça qui rend intéressant Genially. Et d'ailleurs, sur Escape Game et d'autres sites internet que vous pouvez retrouver, qui sont d'ailleurs dans les partenaires de cet événement. Ils proposent un pléthore de possibilités sur Genially qui permettent de faire vraiment des choses super. D'ailleurs, je le maîtrise pas encore autant que je l'aimerais, donc je vais devoir me former plus encore aussi sur cet outil. Et Canva, je l'utilise pour créer tous mes visuels. Donc la présentation que je vous montre ici a été faite sur Canva. Je trouve que c'est très simple d'utilisation. D'ailleurs, je le fais utiliser par mes élèves, parce qu'en lycée professionnel, ils doivent faire notamment un chef-d'œuvre cette année. Donc, on utilise Canva aussi pour faire tous les visuels, des affiches, etc. Donc, c'est un outil beaucoup utilisé aussi par les entreprises. Donc je vous invite à aller faire un tour. Donc, voilà pour les outils. J'espère puisque je vois qu'il est 10h34, donc je vais pouvoir conclure. Finalement, j'ai utilisé
pile le temps qui m'était donné. Donc merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me suivre ou à me poser des questions si vous avez envie, ou même pour échanger à propos du jeu présenté ou des autres jeux que j'ai présentés sur LinkedIn pardon, et Twitter. Donc LinkedIn donc vous cherchez Mathieu Vaugeois et Twitter c'est @w2tf2tfuture. Donc c'est Welcome to the Future. Hein. Si vous tapez Welcome to the Future, vous me retrouvez aussi. Il y a mon site internet ici, welcometothefuture.fr, où je mets à disposition donc un certain nombre de productions que j'ai créées et puis des articles sur la pédagogie, sur la didactique, je partage des outils, etc. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça a été intéressant pour lancer ces 2 jours de salon. Et je vous remercie pour votre écoute. Et en tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions, je reste disponible aussi. Merci à vous. Bonne journée à tous.